tous et bienvenue dans l'entretien, l'émission qui parle de vous. Merci d'être avec nous. Je suis très heureux de vous retrouver donc pour cette nouvelle émission. Et aujourd'hui, notre invité est un invité politique puisque nous recevons le militant du Parti Socialiste, un militant du Parti Socialiste, Michel Offray. Donc, bonjour Michel Offray. Enchanté. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté. Bonjour à tes spectateurs. Alors, vous êtes militant au Parti Socialiste. Vous êtes également un ancien professeur d'anglais dans un collège de l'Orne. Vous poursuivez toujours une activité de prof d'anglais et d'ailleurs vous donnez des cours particuliers. Et on va commencer par parler de votre engagement au Parti Socialiste. Donc depuis combien de temps êtes-vous engagé justement au Parti Socialiste en tant que militant ? Bon, en fait, la première fois où je me suis senti vraiment de gauche, c'était quand j'avais 11 ans. Donc c'est une vieille histoire. J'avais un copain dont le papa était communiste et on allait au lycée, parce que c'était le lycée à l'époque, on allait à pied, il y avait 3 kilomètres à faire. Donc on discutait et on se raccompagnait d'une maison à l'autre. Et on a pris ensemble, en discutant, conscience de l'injustice qui régnait sur la planète à l'époque, et ça ne s'est pas arrangé depuis. Et on se demandait comment c'était possible que ceux qui en avaient tellement trop puissent ne même pas avoir l'idée de partager. Donc ça, c'était un premier choc. J'avais 11 ans. Ensuite, mon père a arrêté sa carrière de coiffeur pour aller travailler en usine. Il poussait des chariots dans les usines textiles à Roubaix. Et il s'est fait un petit peu, comme on dit, blackbouler par des chronométreurs, des gens comme ça, qui, sans tenir compte de son âge, qui était déjà un peu avancé, exigeaient, comme on dit, de faire suer le Burdou. Hein. Donc, il a été pris en charge à ce moment-là par un délégué syndical de la CGT, je m'en souviens très bien, là je devais avoir 12-13 ans à peu près, et ce délégué syndical s'est fait ensuite rosser par des tenants du patron à la sortie de l'usine. D'accord. Et donc j'ai pris conscience à ce moment-là de la brutalité des rapports sociaux, parce que je ne me rendais pas compte, hein. Moi je vivais dans un monde de bisounours un peu. Je jouais dans la rue avec mes copains, c'était très bien, pour moi il n'y avait pas de misère, il y avait du plaisir. Et mes parents m'épargnaient les aspects sordides. Donc ça a commencé là. Mai 68 est arrivé. J'ai commencé à m'intéresser à un certain Michel Rocard, qui était à ce moment-là le président du PSU. On espérait tous que le parti, la SFIO de l'époque, prendrait un jour part au débat issu de mai 68, mais malheureusement ça a fait flop, et j'ai ressenti un profond dégoût du monde politique, et une profonde tristesse de voir que ce socialisme auquel je commençais à croire, en fait, s'écroulait, un peu comme aujourd'hui. Et puis, bon, ça n'a pas duré longtemps, parce que quelques années plus tard, François Mitterrand a appelé Michel Rocard, et ils ont créé le nouveau Parti Socialiste. C'était en 71, je pense. D'accord. Donc j'ai trouvé ça très bien, mais je ne me suis pas engagé. J'avais été échaudé par les épisodes de 68, je me suis surtout engagé dans la vie associative. Et est arrivé 1981. Voilà, donc 1980, qui est une date importante, j'imagine, dans votre engagement, puisque c'est à cette date que François Mitterrand est élu président de la République. C'est le premier président de la République, premier président socialiste de la Ve République. Alors, comment vous vous sentez à ce moment-là, au moment de son élection ? Bon, il y a d'abord une immense joie, c'est évident, mais moi j'ai toujours une certaine retenue. Je n'aime pas beaucoup les grands coups de klaxon, les grands mouvements de foule qui durent 24 heures. Donc j'avais une énorme satisfaction et je commençais à me poser la question de la suite. Parce que ma femme et moi, nous étions professeurs au collège. À l'époque, nous avions déjà 2 enfants dont on s'occupait activement. Il y avait nos responsabilités associatives. Ça faisait beaucoup et là, il allait falloir sauter le pas avec en plus cette responsabilité de section PS. Alors à ce moment-là, on a commencé à me charger du rôle de candidat perpétuel. D'accord. Donc j'ai dû être candidat à tout ce qui passait à ce moment-là, que ce soit sur des élections municipales, élections cantonales, élections régionales, même législatives en tant que suppléant. J'ai fait, je crois, une quinzaine de candidatures au long de ma vie, en sachant que il fallait le faire, parce que sans ça, personne ne le ferait. Et que c'était important de se dire que même s'il y avait peu de chances de l'emporter, c'était un moyen de faire grandir cet espoir auquel beaucoup de personnes, parmi les plus modestes surtout, avaient fini par renoncer. Donc j'avais
un petit drapeau à brandir, en fait. Hein. Alors, quel bilan vous avez tiré des 2 septennats de François Mitterrand? Parce qu'on le sait, voilà, les bilans, enfin en tout cas les avis étaient assez contrastés. Quel était Bon, d'abord, ma façon de voir la gauche de gouvernement, ce n'était pas celle de François Mitterrand. Lui, c'était ce que j'appellerais la gauche cynique, c'est-à-dire la fin justifie les moyens. Moi, j'étais plutôt du côté de la gauche éthique, genre Rocard, par exemple, pour laquelle on ne fait pas n'importe quoi pour gagner une élection. Donc j'étais plutôt de ce côté-là, mais je jouais loyalement le jeu, évidemment, bien sûr. Et je dois reconnaître que lors du premier septennat, François Mitterrand a fait un certain nombre de choses qui m'ont emballé. Ne serait-ce que, par exemple, la suppression de la peine de mort. Ne serait-ce que ça et bien d'autres choses encore qui m'ont vraiment fait plaisir. Bon, j'ai vu assez rapidement que, en dépit des efforts de Pierre Mauroy, qui était Premier ministre à ce moment-là, eh bien, les choses n'allaient pas être si simples et qu'on allait se heurter cruellement au réel. Et à l'international aussi. Hein. Donc je savais qu'on allait assister à un tournant, mais le deuxième septennat m'a profondément choqué. Parce qu'on a commencé à faire appel un peu à n'importe qui, à des centristes qui s'étaient signalés par un certain copinage avec l'extrême droite précédemment. On a commencé à vouloir une gauche qui n'était plus tout à fait la mienne. Et je dois dire, mais ne le répétez pas, que j'ai failli ne pas voter François Mitterrand au deuxième septennat. Je l'ai fait parce que mon meilleur ami, qui avait des idées politiques diamétralement opposées aux miennes, m'a dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. En tant que militant, tu as le devoir de voter. C'est lui qui m'a convaincu de voter François Mitterrand. Mais bon, je l'ai fait du bout des doigts et j'ai regretté que ça se passe comme ça. Hein. Voilà. Alors on passe maintenant à une nouvelle année puisque c'est l'année 2012 et à cette année-là, François Hollande est élu président de la République, alors très critiqué par son parti. Certains le tiennent même responsable des scores et de l'état actuel du Parti Socialiste. Oui. Comment vous avez vécu ce quinquennat justement? Est-ce que vous aussi, en tant que militant, il y a eu ce moment où vous vous êtes dit, voilà, c'est plus... il n'est pas socialiste, par exemple, parce que certains, ou en tout cas son gouvernement, l'est pas. Quand on voit Manuel Valls socialiste... surtout maintenant. Oui, en plus. À une certaine époque, on pouvait avoir l'illusion que Manuel Valls, maire d'Evry, pouvait passer pour un socialiste tout à fait présentable. Mais maintenant, non. Puis, il y a eu un certain nombre d'éléments sur lesquels on reviendra peut-être, qui l'ont moralement disqualifié, je pense. Hein. En ce qui concerne François Hollande, j'ai eu le plaisir, certains diraient le privilège, de le rencontrer personnellement un certain nombre de fois. Et j'ai pu cerner un peu le personnage. Tout le monde connaît son sens de l'humour, qui est réel. C'est un type que je qualifierais volontiers d'hilarant, quand il le veut, charmeur, etc. Très intelligent, extrêmement bien documenté sur tout ce qui est économie et social aussi, mais qui a toujours manqué, pour moi, de la force nécessaire pour imposer une direction quand elle était absolument indispensable. Qui aurait pu le faire, par exemple, à part lui? À part lui, à l'époque, je pense... Non, mais lui, Stéphane Le Foll, à ce moment-là, jouait le second rôle, hein, très nettement. Hein. Qui aurait pu le faire? Moi, j'aurais préféré, à cette époque-là, je ne sais pas si j'aurais le même jugement maintenant, j'aurais préféré Ségolène Royal, qui était quand même beaucoup plus claire, et qui était à la limite plus punchy que François Hollande. Hein. Mais François Hollande, c'est quelqu'un que je respecte profondément, parce qu'il est très humain, et puis c'est quelqu'un qui ne s'est pas fait mousse. Il a pris des décisions extrêmement courageuses et difficiles en tant que président, dont personne ne lui reconnaît les mérites aujourd'hui, et c'est bien dommage. Mais pour moi, il a manqué de cette qualité, c'est de laisser, en gros, les frondeurs s'envoler, prendre de l'importance. Il aurait dû véritablement les saquer. Donc actuellement, le Parti Socialiste est très absent du paysage politique. Pour les européennes, il est peu crédité dans les sondages. Comment on peut expliquer ce recul du parti? Parce que bon, il y a eu la période Hollande, dont on vient de parler, il y a eu les frondeurs, mais actuellement, le Parti Socialiste n'arrive pas à rebondir. On le voit politiquement, maintenant, il y a donc les deux extrêmes qui existent, et qui sont la réelle force d'opposition, et beaucoup moins le Parti Socialiste. Il y a de multiples raisons, mais j'en verrai deux. D'une part, d'ordre humain, une question de personnel politique,
et d'autre part aussi d'ordre politique dans le sens large du terme, à savoir qu'on est dans un contexte mondial, européen et français qui est très particulier quand même. Oui. Donc on est dans un moment extrêmement dangereux, je pense, et les gens ont envie de se tourner vers quelqu'un de fort. Ils l'ont dit récemment, beaucoup aimeraient bien retrouver un De Gaulle, ce qui est à mon avis une erreur, parce que l'avenir de la démocratie, c'est pas dans la concentration des pouvoirs, mais plutôt dans le partage. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Alors il y a ce problème-là, c'est que pour l'instant, le personnel politique à droite et à gauche, à l'extrême droite et à l'extrême gauche, a été plus ou moins atomisé par des affaires. À l'exception de quelqu'un comme François Hollande, qui pour l'instant a le nez propre, hein, mais qu'on a chargé du rôle de la victime expiatoire. Et donc il y a ça. Il n'y a personne pour prendre la suite, et il y a une espèce de trou, une angoisse, je pense, de l'électeur, qui ne sait plus où se tourner. Parce que l'électeur se tourne d'abord vers la personne plutôt que sur le projet. Oui. Puisque les projets ont souvent été mal appliqués, voire peu appliqués. Donc ils ont tendance à chercher un papa, si je peux dire, hein, ou un chef. Un De Gaulle. Voilà, un De Gaulle. Mais ce n'est pas la solution, je ne pense pas. Alors ça, c'est le premier point, c'est la carence de personnel. Maintenant, je pense que c'est temporaire, parce que si on continue comme ça, imaginons que ça court ainsi jusqu'à la fin du quinquennat, on va se retrouver devant quelle alternative? Une extrême droite pourrie, une extrême gauche guère en meilleur état. Hein, et rien entre deux. Donc on va droit à une catastrophe sociale et une catastrophe européenne tout entière, puisque si la France craque, c'est toute l'Europe qui craquera. Hein. Donc il y aura forcément quelque chose. Moi, ce que j'espère, en prenant un petit peu d'altitude, c'est que le besoin de gauche et de droite de gouvernement se fera à nouveau sentir. C'était l'entretien, l'émission qui parle de vous et qui aujourd'hui parlait de Michel Onfray. Merci d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve très vite. À bientôt.